C'est la saison des rétrospectives. J'aime beaucoup le cahier D du Devoir, le cahier culturel du Devoir le samedi. Et c'était l'édition des rétrospectives samedi dernier. Puis là, j'aime ça m'amuser. Les films québécois, je l'ai pas vu. Les séries, je l'ai pas vu. Les livres, j'ai pas vu. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie culturelle. Mais les livres, faut qu'ils les lisent, il faut pas juste les regarder. Je l'ai pas vu. Non, mais ça va plus vite de juste les regarder. Non, mais les livres, j'en avais pas, mais en même temps, les livres, c'est moins, on peut lire des choses, on est moins comme on se les fait moins lancer, bombarder d'en face, mais mettons les séries, les films québécois et tout. J'ai vu Viking, qui a récemment primé au dernier gala Cinéma Québec, mais c'était tout. Puis je pleure la pauvreté de ma vie culturelle. Fait que finalement, les rétrospectives, au lieu d'être les événements marquants, c'est les événements manquants. Ouais, c'est ça ma rétrospective. C'est là-dessus que je vais méditer. Marc-Antoine, je pense que ma contribution est faite pour aujourd'hui. Tu peux rentrer et dormir paisiblement parce que c'était du beau boulot. Ouais. Non, mais évidemment, je vous envoie là-dessus. Je sais pas, un film québécois, c'était le gala, je sais pas. Ouais, j'ai pas regardé le gala, puis ma vie culturelle est assez pauvre aussi. La même chose. Entre les enfants puis le boulot, là, c'est pas évident. Beaucoup de hockey à regarder. Là, c'est ça. Ça puis fait partie entre du nous. boulot. C'est pas le meilleur film. C'est un film redondant, c'est ainsi, mais ça, on y viendra. Toi, Marc-Antoine, as-tu une meilleure... Viking, écoute, c'est sûr que Viking, je vais encourager les gens à voir ça avant même qu'il gagne l'Iris. Oui. D'abord parce que c'est un de mes chums qui l'a fait, puis deuxièmement, parce que c'est très bon. Viking, c'est bon. Arsenault et Fils, c'est bon. Également. C'est quoi donc ça, là? C'est l'histoire d'une famille de braconniers. Donc le père, c'est Julien Poulain, mais c'est surtout ses deux fils qui ont pris la relève, qui sont pris dans des magouilles. Très intéressant. Raphaël Ouellette, qui a fait ça. Bien, ça. Et puis... le plongeur également que j'ai vu. Ouais, je l'avais vu dans l'avion. Moi, je l'avais lu. Ouais, toujours meilleur. Ça compte pas. Toujours, as-tu lu le livre? C'est ça la vraie question. C'est ça. Ben, tu voyais qu'il y avait de la misère. C'est une histoire qui était dure à ramasser en 2 heures, mettons. Dans le film, là. T'as vu le film? Moi, j'ai lu le livre à la base et j'ai vu le film dans un avion à un moment donné. Puis c'est ça. Ta vie culturelle étant... ça se passe là. Ça, c'est dans le ciel. Je lis un peu plus que je vais regarder des films, mais ouais, c'est ça. Puis c'était difficile à ramasser. Je prends l'avion plus. C'est difficile à ramasser en 2 heures. Ah ouais, mais c'était quand même bon. Ouais, le livre, c'est excellent. C'est très bon, c'est vrai. T'en as donné 3. Ouais, en as-tu un de plus? Non? C'était bon, c'était très bon. C'était une belle contribution. Alors, pour une deuxième fois, très tôt dans cet épisode, bon boulot. Écoute, il faut sortir fort. Il faut commencer à avoir des bonnes premières périodes. C'est important. C'est une excellente entrée en matière. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est important. Plus vite, plus haut, plus fort. Et la LHJMQ change de nom, mais reste la LHJMQ. C'est tellement hockey, épisode 281. Journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH, j'allais dire de la LHJMQ. Vous avez jamais été affecté aux affaires de la LHJMQ? Non. Dit Marc-Antoine, comme ça le rend heureux. Non. Ça me rend heureux. Les snobs. Les jeunes. C'est assez riche que ça vienne d'Alexandre Gascon, cette phrase. Sérieux, là, très fort. Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Allô. Je m'appelle Alexandre. Coupable. Non, je te dirais pas c'est difficile. Tu sais, moi, je le dis toujours, c'est de la patience agressive. Tu sais, puis... C'est facile d'être plus patient quand tu vois l'engagement puis les bonnes intentions. Tu sais, puis on a ça. Tu sais, mais c'est de voir la progression. Tu sais, puis je pense qu'on a ça. On a une belle progression. Mais c'est... t'as des différentes choses que tu vas falloir être peut-être un petit peu patient avec, mais t'as d'autres choses pour moi que je suis moins patient. Tu sais, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Parce qu'on essaie tout le temps de rajouter des affaires. Fait que les affaires que tu rajoutes, faut que tu sois un petit peu plus patient avec ça. Les affaires que ça fait longtemps qu'on en parle, mais la patience est moins grosse. Martin Saint-Louis, au lendemain de la défaite, c'était après l'entraînement, au lendemain de la défaite du Canadien contre les Pingouins de Pittsburgh,
il y a du bon texte, comme souvent, avec Martin Saint-Louis, mais il y a du sous-texte aussi. Est-ce qu'on sent de la lassitude un peu, pas de l'impatience agressive? Est-ce que ça? Non. Mais je sais pas, il a pas l'air... Cette phrase-là, si tu peux la prendre, mettons que tu demandes à tes parents comment... le défi d'être un parent puis de comment gérer ses enfants, là, tu peux prendre textuellement cette phrase-là puis il t'explique. Elle va être dans le prochain guide Naître et grandir. C'est du Naître et grandir pur jus. Là. Vous avez vu, est-ce que c'est Nathalie Collard dans la presse qui a écrit là-dessus cette semaine? C'est ça. Martin Saint-Louis, c'est ça dépasse le cadre du sport, c'est de l'enseignement de vie. Et tu as fait beaucoup d'analogies dans ton dernier texte sur, c'est ça, la parentalité et le travail de Martin c'est lui, à la base, qui avait... Je me rappelle plus quand qui avait dit... Non, c'est toi. Non, c'est toi. Coaching, c'est beaucoup comme du parenting. Ouais. Mais je vais laisser Marc-Antoine aller là-dessus parce que c'était en réponse à sa question. Je pensais que c'était parce que j'ai pas envie. Il y a un peu de ça aussi, mais... Pas grand-chose à dire là-dessus, mais non, c'est pas vrai. J'ai pas envie. Mais notre éminent collègue a même pondu un texte par rapport à ça. C'est parce que les gens, on commence à sentir de l'impatience chez plusieurs amateurs de dire là, ça va pas assez vite, puis le Canadien, ça va nulle part, puis ils sont pas bons, puis... Et j'étais curieux de voir pour l'entraîneur-chef qui, lui, est dans une démarche à plus long terme, s'il continue d'avoir cette même patience-là. Parce qu'il peut... Martin Saint-Louis voulait gagner à tout prix quand il était joueur. Je suis sûr que ça le brûle par en dedans d'avoir une équipe qui est compétitive puis qui est parmi les meilleurs. Mais à quel point le chemin... Étant donné que le chemin s'annonce comme étant long, comment il s'y prend? Comment tu vis ça, Martin? Alors, lui, c'est vraiment il place les briques d'un édifice, un après l'autre, qu'il dépose. Parfois, il pense que la brique est bien déposée, puis finalement, il réalise quelques semaines après que non, il faut la replacer parce que c'était pas comme il faut. Mm-hmm. C'est toujours un peu un éternel recommencement, mais je trouve que sa réponse est intéressante parce qu'effectivement, il y a des nouveaux concepts qu'il va apporter à ses joueurs, au vu au su de ce que les matchs lui disent, parce que la game nous parle. Semble-t-il. Ça parle... c'est pas toujours compréhensible ce qu'il a dit, mais ce que la game lui a dit, c'est que les joueurs du Canadien n'allaient pas dans l'enclave suffisamment, entre autres choses, restaient en périphérie. Puis les joueurs, entre autres, ça vise d'abord et avant tout les joueurs d'habilité, des gars comme Suzuki, comme Caulfield, qui cherchent à maintenir du temps, de l'espace pour pouvoir faire leur jeu, au lieu d'aller dans les zones critiques où ils ont plus de chances de marquer, même s'ils ont moins de temps puis moins d'espace pour faire leur jeu. Donc, il a encouragé tout le monde à aller dans l'enclave. Il a passé 2 entraînements à vraiment se concentrer là-dessus. Ouais. Et puis, on a vu tout de suite, face aux Penguins de Pittsburgh, boum. Tout le monde dans l'enclave. C'était clair. Ouais. Alors, lui, il est content de voir ça, puis il dit, il y a des nouveaux concepts que j'instaure, et puis les joueurs répondent vite. S'ils ne répondent pas tout de suite, je vais être patient parce que c'est des nouveaux concepts. Ce qu'il dit depuis le début de la saison, ou ce qu'il dit depuis son arrivée derrière le banc, ce qu'il répète et qu'il n'accroche pas, qu'il ne mord pas encore, c'est sûr qu'il va être impatient par rapport à ça. Il est beaucoup revenu au fil des semaines sur la gestion du risque. Ouais. Ça, c'est une affaire, à mon sens, qu'à un moment donné, il doit assurément perdre patience auprès de ses joueurs par rapport au fait de dire, les gars, quand vous avez la rondelle ou vous ne l'avez pas et votre positionnement est conséquent à ça, prenez de l'information puis utilisez votre jugeote un peu mieux. Vous avez des baromètres sur la glace pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, la gestion du risque, il est tellement souvent revenu avec ça qu'à mon sens, ça fait partie des éléments qu'il a essayé de leur enseigner puis qui continue d'accrocher. Parce que forcément, le Canadien est tellement inconstant que si chacun des items qu'il mettait de l'avant à l'entraînement était appliqué puis que c'était réglé puis on pouvait passer à l'item suivant, ben là, ce serait une progression sans anicroche, ça avancerait beaucoup plus vite que ça avance. Oui, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux bâtir, pierre par pierre, des concepts comme ceux-là, dans le sens que il y a toujours quelque chose qui va accrocher ailleurs là, ou qui va casser. Là, il a fait son entraînement sur ses 2 entraînements sur l'importance d'attaquer le cœur dans l'enclave. Il avait fait la même chose sur l'échec avant, juste avant le départ en Californie, puis un peu au début du voyage, puis c'était vraiment ça. Là, on mettait l'accent là-dessus et tout. Puis là, il est quand même satisfait de la façon dont son équipe applique l'échec avant.
Ça fait 2-3 semaines. Mais éventuellement, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, on va voir une faille, une craque là, dans la capacité de son équipe à bien appliquer ce concept-là. Tu as l'impression qu'il bouche un trou puis il y a une fuite qui arrive ailleurs. Puis je sais pas à quel point il va y avoir du roulement de personnel éventuellement. Tout le monde sera pas là. Puis je sais que ça aussi, c'est un point sur lequel tu as insisté, à savoir est-ce que... Puis Saint-Louis disait, nous, on implante des trucs, puis éventuellement, ça va être comme ça, puis ça va être la marche à suivre, puis les gens qui vont arriver vont juste embarquer dans le bateau parce qu'il y aura déjà ce tracé-là de défini. Mais j'ai de la misère à voir à quel point... C'est pas comme des apprentissages à l'école, là, ça. C'est. Moi, je trouve que oui. Parce que tu te fais apprendre la matière, puis à un moment donné, il y a de la révision. Oui, mais tu sais, attaquer le cœur de l'enclave quand tu joues dans la Ligue nationale de hockey, là. Ou même. Ça peut pas être un nouveau concept, là. Même. Non, mais tu vois, il y a des. Dans Ruelle, là. C'est dans ce sens-là, là. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, j'abonde. Tu t'en aperçois peut-être pas, mais j'abonde dans ton sens. Ou pratiquer l'échec avant. C'est pas... Non, mais il y a des façons de faire qui sont. Mais on puis dans la gestion du risque aussi, il y a des affaires avec lesquelles tu peux t'en sortir dans d'autres ligues ou dans des calibres inférieurs qui passent plus là. Mais tu sais, mettons, moi, attaquer le cœur de l'enclave, je vois ça un peu comme, hey, tu fais pas une passe en avant de ton net. Non, mais c'est ça, c'est un peu de base. C'est le même principe. Non, puis je renchérirais que la gestion du risque, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas peut-être que c'est quelque chose que Saint-Louis répète depuis le début, mais c'est bon sens. C'est pas comme simple, comme aller dans l'enclave. Aller dans l'enclave, c'est là l'enclave, vas-y. C'est pas compliqué. Gérer le risque, ça, c'est... Il y a beaucoup de composants. Il y a plus de facteurs. Ouais. Donc, je sais pas, est-ce que... Jusqu'à quel point est-ce que ça se maîtrise? Oui, il y a certainement un niveau où ça se maîtrise, mais c'est ça, c'est pas simple. C'est pas simple comme... patine. non, mais en même temps, aller dans la classe, parce qu'il y a une... D'habitude, quand on pense à ça, aux joueurs qui doivent rentrer dans l'enclave, on se dit, là, c'est des gars qui doivent foncer au filet, qui doivent aller déranger la vue du gardien, qui doivent aller batailler pour créer de la circulation devant le filet. Ça, c'est l'idée reçue de ça, puis ça a toujours existé. Martin Saint-Louis, ça n'a pas besoin d'être ça. Là. Ça peut être simplement que tu es en périphérie, puis à un moment donné, tu fais juste patiner à travers l'enclave. Choisis le bon moment pour y aller, puis c'est un moment qui pourrait juste te servir à dévier une rondelle au moment de tirer, ou simplement parce que dans la manière dont l'équipe adverse couvre sa zone défensive, si tu fais juste patiner à travers l'enclave pour te rendre de l'autre bord, les assignations défensives, les responsabilités défensives de l'autre côté risquent d'être rendues très confuses, très chaotiques. Alors là, tu fais wow, attends, mon gars s'en va là où je suis pas habitué qu'il s'en aille. Fait que là, il essaie de le suivre, ça crée encore plus de circulation, mais c'est pas nécessairement de demander à Cole Caulfield de dire là, va t'installer devant comme si t'étais Dave Andreychuk, là. D'accord. Donc, je veux bien. Il reste que, puis à la lumière de tout ça aussi, c'est que c'est pas évident. Puis un peu comme Alex disait, tu sais, là, on s'occupe de ça, mais pendant ce temps-là, il y a une fuite là, de l'autre côté. C'est pas évident d'identifier qu'est-ce qui est enseigné depuis longtemps, puis qu'est-ce qui est enseigné depuis récemment. Tu sais, c'est comme pas évident de départager tout ça quand tu regardes cette équipe-là jouer. Puis... Encore là, je fais du chemin sur ce que tu disais, Alex. T'sais, il y a 2 semaines, c'était l'échec avant. Là, c'est aller dans l'enclave. Je veux dire, c'est comme si les choses collaient pas. C'est comme si... ou pas tant. La game évolue, il dirait. Donc, l'échec avant, éventuellement, ils vont le retravailler, puis il sera peut-être différent. T'sais. Mais moi, ce qui me fait sourciller, c'est qu'il y a beaucoup de... Mais oui, tu sourcilles. Je sourcille, mais j'ai pas la prétention, absolument pas, là, de Martin Saint-Louis. C'est ce qu'il fait et tout. C'est juste que il me semble qu'il y a lui interprétait le jeu très rapidement, puis à un niveau exceptionnel, visiblement. Et quand il parle de la game qui parle à ses joueurs, c'est pas tout le monde qui est capable d'en reconnaître le discours aussi vite, là, puis de l'absorber, tu sais. Et il y a beaucoup de ça, de l'intelligence du jeu, dans le fond, qui s'apprend jusqu'à un certain point. Tu sais, quand on parle de gestion du risque, tu mènes par un but, puis au lieu d'essayer de déjouer un gars, tu fais juste la rejeter dans le fond du territoire. Ça aussi, c'est assez de base. C'est vrai qu'il y a des gars qui appliquent pas ce concept-là, puis c'est ce qui va le fâcher particulièrement, mais dans tout ce qui est la game te parle, reconnais-le, pèse le pour et le contre de tes attaques surprises, du risque que tu prends en fonction du pointage puis de ce qui se présente devant toi. On dirait que moi, je trouve qu'il y a une limite à ça parce que c'est pas n'importe qui peut
reconnaître ça et qui pourra, dans certains cas, qui pourra jamais le faire de façon aussi efficace que lui le faisait ou que Suzuki le fait parce que c'est un joueur d'échecs puis il est intelligent puis bon, mais j'ai pas l'impression que tout le monde va pouvoir un jour appliquer ça, tu sais. C'est ça qui des fois me fait sourciller un peu dans... Non, sauf que la base, ce qui est jeté, les bases qui sont jetées par Martin Saint-Louis sont faites en fonction de ces jeunes joueurs-là qui ont cette intelligence-là. Ouais. Il y en a d'autres qui c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus steak, blé, patate, puis il risque de plus être là dans 3 ans. T'sais. Quand l'équipe va être plus compétitive, quand elle va arriver à maturité, je pense qu'ils vont avoir mis l'accent davantage sur les joueurs qui ont cet éveil-là. C'est ça, ce profil-là. Dans 2-3 ans... Oui, attelle-toi, mon vieux, parce que c'est pas demain la veille. Mais là, tu regardes les Flyers puis tu te dis, qui sait? Qui sait? Parce que tu faisais des parallèles dans cet excellent texte que tu as publié. C'était vendredi matin. Ben, je dis que tu as publié. Il y a toute une équipe là, qui s'occupe de ça. Tu l'as pondu. Je l'ai pondu. Il a été publié. Tu citais, parce que tu as parlé à Tortorella. Non, je citais Tortorella. Je ne lui ai pas parlé. J'ai parlé à Todd McLellan, mais pas à Tortorella. Je citais ses propos. Je rapportais ses propos. Comme Alex le fait remarquer brillamment. C'est ça. Je sais pas, est-ce qu'on en a parlé pendant le balado ou avant d'enregistrer? Parce qu'on parle juste de ça. Hein, même quand on n'enregistre pas. Même quand la lumière rouge n'est pas allumée ici, on parle juste de ça. Uniquement. À Philadelphie, ils sont pas moins en reconstruction, ou enfin, ils sont pas moins avancés. Ils sont plus, en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont supposés être moins avancés. C'est ça que je pense que c'était limpide, là, mon propos. Ah, excuse-moi. Aïe. Là, c'est moi qui sourcille. C'est moi qui sourcille. Et pourtant, c'est ça, avec une autre façon de faire, disons ça comme ça, il se passe pas la même chose. Non, effectivement, il se passe pas la même chose. Je pense que les Flyers jouent un petit peu au-dessus de leurs moyens. Ouais. Oui, sûrement. Absolument. On ne dira pas le contraire. Tant mieux pour eux, parce que c'est pas, ça ne sera pas une progression linéaire dans leur cas. Ce qui est intéressant, c'est que Tortorella dit, moi, je pense en fonction de l'avenir, puis le style de jeu qu'on préconise maintenant, et que j'enseigne à mes joueurs, il va être... C'est le style de jeu que je veux qu'on applique quand Matvei Michkov va venir nous rejoindre. Mais c'est pas comme ça qu'il y avait un petit nom. Oui, il l'a appelé le Mad Russian, le russe fou. Qui se traduit en français par le russe fou. Puis oui. On aime ça. Oui, regarde la face à Alex. Ah oui, j'aime bien ça. Ouais. Il est content. Il est content. Bon, ça y est. Ça y est, je suis François Pignon. Voilà, oui, tout ce temps-là, c'était toi. On te l'avait pas dit. Mais enfin, et ça nous ramène. Et la question élémentaire, puis on va clore cet aspect de la conversation là-dessus, mais ça nous ramène à ces entraîneurs où l'équilibre à trouver entre la vision de l'entraîneur et d'adapter cette vision-là aux effectifs qu'il a. Ouais. Puis ça recoupe un peu ce que vous venez de dire à propos de Saint-Louis puis de ces jeunes joueurs. C'est un élément. Je pense que les entraîneurs qui ont du succès, c'est ceux qui sont capables de s'adapter aux effectifs qu'ils ont. Puis Tortorella, non seulement avec ce qu'il a en ce moment, mais il pense même à ce qui s'en vient. Ben c'est ça, parce que dans une équipe en reconstruction, des gars qui vont survivre à la reconstruction puis qui vont te servir de pierre d'assise sont pas très nombreux. Il y en a autant chez les Flyers que chez le Canadien, ils sont environ une demi-douzaine. T'sais. Le reste, c'est des gars qui vont être interchangeables. Il y en a d'autres qui ont une utilité maintenant. Je pense à David Savard, je pense à Jake Allen, mais qui ne seront plus nécessairement là quand ça va payer. Ouais. Alors, donc c'est pour ça que les dépendant de là où une équipe est rendue, le coach doit s'ajuster puis prendre ses décisions en conséquence. Puis le parallèle dans mon texte que j'apportais, c'est avec la récente visite des Kings de Los Angeles, Todd McLellan, tout le monde parlait de son 1-3-1, etc., qui est donc efficace. Mais il dit, moi, c'est à cause que j'ai cette équipe-là sous la main que j'ai implanté ce système-là. Puis c'est une autre façon de voir complètement, mais sauf que il y a une équipe de vétérans. Ça a pris 3-4 ans avant qu'ils puissent parfaire l'exécution de ce système-là. Mais il dit, c'est pas... Quand j'étais à Edmonton, je ne demandais pas à Connor McDavid puis Leon Draisaitl de faire du 1-3-1. Alors, c'est toujours en fonction des joueurs qu'on a sous la main. Mais je dis, OK, mais il vient un moment où, si c'est clair ce que vous avez établi, est-ce que tu vas demander à ton directeur général d'aller chercher des joueurs qui vont
bien jouer dans du 1-3-1, tu sais, où est-ce que... Ouais. Et puis, il dit, si tu tombes là-dedans, parce qu'il dit, on a plusieurs systèmes. Le 1-3-1, c'en est un, mais on a des systèmes par rapport au jeu, à la suite des mises en jeu, supériorité numérique, etc. Nos systèmes en relance, etc. Et alors, il y a plusieurs systèmes. Si on vise spécifiquement, dire on a besoin d'un gars pour aller pour remplir telle tâche très précise, ça se peut très bien que tu nuises dans les autres tâches. Fait qu'il dit, il faut quand même se fier sur nos recruteurs pour aller chercher des gars qui vont pouvoir t'aider dans plusieurs départements. Fait que tu veux pas non plus devenir trop spécialisé. Ouais. Ou avoir un profil unique. Il faut que le coach soit capable de s'adapter. Il faut qu'il soit capable de vendre aussi. Il faut que ce soit un bon vendeur. Ça, Saint-Louis, je pense pas qu'il y ait de la difficulté avec ça. Mais pour s'adapter puis reconnaître les différentes situations, moi, je serais pas contre. Il me semble que ça manque un peu d'expérience derrière ça. Ça, c'est clair. Derrière le banc de cette équipe-là. Intéressant. Autre chose, on va emballer sur le Canadien. Autre chose? Est-ce que Emil Heinemann va jouer? Non. Écoute, pour l'instant, Emil Heinemann a été rappelé d'abord et avant tout pour des raisons d'état de santé de d'autres joueurs qui sont 50-50. Je veux dire, des joueurs du Canadien. Des joueurs du Canadien dont la disponibilité est incertaine ces jours-ci. D'ailleurs, à l'entraînement de jeudi, il y avait plusieurs joueurs qui étaient en traitement. Fait que... Donc, Aiden Primo, alors peut-être qu'Heinemann va gauler. Il y avait Gallagher, il y avait Primo, Jake Evans. Ouais, Jake Evans, je pense pas qu'il soit... Dvorak. Je pense Dvorak. Il en manque un, là. Je peux te le trouver. C'est-tu Monahan? Je pense qu'on dit Moynihan. Mais bref, c'est ça. On a vu Gallagher être amoché durant le match face aux Pingouins. Je sais que Jake Evans n'est pas à 100% non plus. Alors, pour l'instant, c'est par mesure de prudence. Je pense que le Canadien veut voir ce que Emil Heinemann a dans le ventre, mais peut-être idéalement un peu plus tard en saison. Okay. Parce qu'il a raté 6 semaines à cause d'une blessure au haut du corps qui ne s'appelle pas la tête. Je pense que c'est une commotion. Et puis... mais l'idée, dès le départ, c'est qu'il en avait montré suffisamment au camp d'entraînement pour mériter un poste avec le Canadien, mais au lieu de le garder puis de dire il va être notre 12e attaquant ou on va lui servir un traitement à la Jesse Olonen qui fait rager autant d'amateurs, son traitement, pas Olonen lui-même. Alors, au lieu qu'on fasse ça, on va le renvoyer en bas, puis il va être un allié sur le premier trio, puis on va lui demander de générer de l'attaque. Alors là, étant donné qu'il a raté tellement de temps, ils veulent lui permettre de reprendre son rythme, de dominer à ce niveau-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il va venir un moment dans la saison où il va y avoir un rappel plus significatif que celui-ci. Okay. Puis, on va voir ce qu'il a dans le corps. Pour l'instant, je pense que l'organisation le voit comme un allié potentiellement de 3e trio. Est-ce qu'il pourrait être plus que ça? C'est sûr que l'état-major souhaiterait être agréablement surprise, mais ils vont commencer avec ça, puis on verra pour la suite. Parce est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il a il est revenu au jeu. OK. Ouais. D'accord. Ça s'est bien passé? Est-ce que c'est... ça va moyen, je pense. Ça va à l'image de l'équipe. C'est ça, ça va moyen. Mais lui, personnellement, ça va bien. Puis tu sais, on a parlé de joueurs d'aller à l'intérieur de l'enclave. Ouais. Lui, c'est un gars qui... Son profil, qui est très nord-américain, pour un joueur suédois, il joue de façon très nord-américaine. Il a le profil que recherche Martin Saint-Louis. Puis ce qui est... Si jamais il y a des joueurs blessés qui reviennent puis qu'il y a une plus grande abondance de joueurs à sa disponibilité, Saint-Louis, et que Heinemann s'ajoute au lot, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'Heinemann pourrait permettre à Martin Saint-Louis de peser sur davantage de boutons, puis faire en sorte que s'il y a des joueurs qui ne performent pas suffisamment ou qui ont besoin qu'on exerce de l'imputabilité sur eux, ben là, que tu peux utiliser un gars comme Heinemann pour dire « OK, fine, ben là, ça suffit. » Puis tasse-toi, on en met un autre à ta place. Mais là, en ce moment, on a beau dire « Ouais, mais là, tel gars est dans une léthargie, tel autre, ça marche pas. » Par qui voulez-vous que Martin Saint-Louis les remplace? Il n'y a personne. Ils sont soit sur la liste des blessés, ou bien ils sont à Laval puis ils sont pas prêts. Alors, y a pas... Tu peux pas changer les gars de chaises parce que finalement, il n'y a pas suffisamment de monde pour occuper ces chaises-là en ce moment. Okay. Puis, tu as ouvert une porte intéressante. Moi, j'avais ça dans mes notes depuis quelques semaines, puis on n'y arrivait jamais, mais
Jesse Ylönen. Ylönen, Il est pas fin. Il est pas fin. Qu'est-ce qu'il il se ramasse pas? Il est comme. Non, mais il y a eu des courtes auditions sur le top 9, là, le 3e trio, mais. Courte, tu dis? Oui. Ça n'a pas été si concluant que ça non plus. Là. Je ne sais pas à quel point on reconnaît ses mains, son habileté, son excellent tir et tout ça, mais je ne suis pas certain que Martin Saint-Louis, visiblement. pour l'instant, ouais, c'est ça. Mais le pourquoi? prix, c'est pas davantage. Puis Marc-Antoine, tu citais les amateurs. Les amateurs sont fâchés? Il y en a beaucoup qui réclament qu'on lui donne une meilleure chance. Sur Twitter, il y a du free Ilonen, là. Ouais. Libérer. Sur Twitter, il y a bien des affaires, tu sais. Fait que... Oui, mais ça, c'est pas pire. Il y a pire sur Twitter que ça. Non, ça se tient. Moi, je trouve pas ça. Free Ilonen, c'est faire jouer avec qui? Je sais pas. Mettons, à part Suzuki, là. On essaie de composer. Non, mais là, je sais qu'il y a des blessures. Il y a un premier trio. Bon, ils marquent pas de but beaucoup, là, mais c'est pas grave. Ils sont bons. Le premier trio, ça? Oui. Ah ils sont bons. C'est vrai qu'ils marquent pas de but, mais ils sont bons. Tu essaies de faire un deuxième trio. Ylönen. Oui, mais Ylönen. Avec qui? À la place de Josh Anderson, avec Moynihan puis Jake Evans. Ylönen. Parce que là, ton deuxième trio, c'est un peu ça. Là. Ou sinon, t'as du Armia, Dvorak, Gallagher. Tu sais... C'est pas les options qui. Non, mais c'est bizarre qu'on l'ait pas vu tant que ça avec une plus longue audition dans un rôle plus offensif. C'est juste ça que je dis. C'est normal que les gens se demandent pourquoi. Hein, les gens, je suis de votre bord, les gens. Martin Saint-Louis expliquait ça en disant qu'il reconnaissait ses talents offensifs, ses mains, la qualité de son lancer, sa rapidité. C'est sûr, ses atouts offensifs sautent aux yeux. Mais de manière un peu cryptique, il a parlé de détails sans la rondelle. Alors ça veut dire, par exemple, entre autres, ça veut dire quand tu es... Son positionnement, est-ce que son positionnement défensif, quand il n'y a pas la rondelle puis que l'autre équipe attaque, est-ce que la façon dont il se place met son équipe dans le trouble? Est-ce que ça ouvre la porte à des surnombres, par exemple? Tu sais, c'est des choses qui... Le jeu se passe vite. On le remarque pas nécessairement. Le coach le voit, lui, puis Ylönen le sait aussi que, tu sais, juste... Est-ce que s'il plaçait son bâton différemment, il pourrait couper des jeux au lieu que ça passe constamment à côté de lui? C'est pas un gars qui, fondamentalement, est un grand joueur défensif. Maintenant, ça devient une question philosophique à savoir, mais là, dans le cadre d'une équipe en développement, en progression, qu'est-ce que tu fais avec un joueur comme ça? Est-ce que, dans le fond, si tu dis, on peut se permettre de continuer de faire jouer nos vétérans, puis de faire apprendre aux jeunes sa leçon tranquillement, puis le jour où il va l'avoir apprise, on va lui donner une promotion, ou bien tu le lances dans la fosse au lion en disant, je sais que tu fais des erreurs, continue de faire des erreurs, puis à un moment donné, tu vas arrêter d'en faire. C'est deux façons de faire qui sont différentes. Ce qui était pas mal l'approche de Martin Saint-Louis quand il est arrivé, puis ça l'est moins maintenant un peu. Ou je dirais, moi, ça l'est pas avec certains joueurs, puis ça l'est pas avec d'autres. Peut-être, effectivement, mais c'est ça l'est moins. Puis, tu sais, beaucoup de Dvorak, puis de Gallagher, puis de Pearson. C'est bon. Qui avaient toutes les chances du monde. Puis, moi, je serais peut-être plus du bord de coach pour développer là, en ce moment. Là, tu sais. On s'en va pas nulle part cette année. Là. T'es pas sérieux. Je te dis. Quoi? Tout ce temps-là. Excellent. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, c'est dans tout à fait l'ordre des choses. On a demandé aux centaines de milliers de gens. Non, mais c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. On leur a demandé qu'est-ce que vous offririez... Je l'ai, le vrai libellé. À l'approche du temps des fêtes. J'aimerais offrir aux Canadiens 3 petits points. Alors, c'est ce qu'on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Chante-nous ça. Il y y avait des idées en brainstorm tantôt. On a fait une chanson, mais là... là, il n'y aura pas de chanson. Parce que je l'ai dit, quand ça n'enregistre pas, on ne parle que de ça. On ne parle que de hockey. On n'a jamais aucun autre sujet de conversation. Sur le Facebook, Yannick dit une équipe. Ah, c'est bon, Yannick. C'est chiant. Éric dit sur Facebook un vrai marqueur de 50 buts et un vrai joueur de centre numéro 1 capable de faire 100 points. C'était une bonne suggestion. Un bon souhait. Kenny sur Facebook, du talent. Ça revient. Marc-André, du talent aussi. Les gens... Du talent, c'est toujours... on n'en a jamais trop. Marc-André sur Facebook, un vrai goaler.
Ouais. Je pense pas que ce soit leur principal problème. Pas là que je serais allé, moi non plus. C'est ça. Oh, Vincent dit un vrai coach. Vincent. Ça commence, Vincent. Ouais, c'est ça. Les lézardes. Mais ça commence, hein? Ça commence? Très légèrement. Mais avant, on n'aurait jamais lu ça. Toujours sur le book, Eric dit « La magie de Noël drette sa palette d'Anderson, en espérant que ça lui permette de la remettre dedans enfin. » Toujours sur le book, un bon centre de premier trio qui marque 100 points, ça revient. Et là, Jean-Simon sur le book, William Nylander. Pas sûr, hein? Pas sûr qu'on est rendu à... Je pense pas que Kent va faire des splashs cet été. Là. Ce qui apparaît clair... à mon avis, dans le plan qui est présentement dessiné, c'est que ça va plutôt attendre à l'été 2025, les splashs. Idéalement, oui. Mais en même temps, dans le cas de William Nylander, si jamais il ne devait pas signer avec les Maple Leafs de Toronto puis qu'il devient disponible à l'été... Ça va coûter extrêmement cher en raison de sa saison. Oui, mais le Canadien, il n'y aura pas des William Nylander éternellement. Puis si tu veux vouloir tout planifier puis dire, OK, on va... 2025, ce serait probablement une meilleure année pour la courbe de progression de l'équipe, monnayer des choix repêchage et tout ça. Puis, peu importe. Mais en ce qui a trait aux joueurs autonomes, il y a une liste de joueurs qui peuvent devenir autonomes. Il n'y a personne qui deviendra, qui va s'ajouter à cette liste-là. Il y a juste des noms qui vont se barrer à mesure des soustractions. Qui signent de nouveaux contrats. Fait que tu peux pas dire on va attendre 2025 puis signer Leon Draisaitl parce que les chances sont bonnes qui re-signent avec les Oilers. Alors, si jamais la belle occasion pour les Canadiens d'aller ajouter du talent de pointe, c'est en 2024, je pense qu'ils vont s'essayer à ce moment-là. Il n'y a pas d'occasion à négliger, dans le fond. Non, tu sais, Artemi Panarin, quand il a signé avec les Rangers de New York sous Jeff Gorton, les Rangers n'étaient peut-être pas rendus là, dans leur courbe de développement. Ils venaient d'envoyer leur fameuse lettre, ça faisait même pas un an. Ouais. Puis, il était seul dans la courbe. Il y a plein d'éléments là-dedans. Là. Artemi Panarin s'en allait jouer au Madison Square Garden. Je pense pas que William Nylander il se dit, moi, je m'en vais jouer au Centre Bell. Je vais à Montréal. Pas qu'il est toujours bon quand il vient jouer au Centre Bell, là, mais ils doivent... Le Canadien, mais il faut moi, je vois pas ça. Il faut que le Canadien trouve le moyen d'aller chercher son Artemi Panarin, peu importe. C'était la même réflexion avec Pierre-Luc Dubois l'année dernière, quand on savait très bien que Dubois, s'il s'amenait à Montréal, c'était pas parce que le Canadien était rendu là, mais simplement parce que si tu veux Dubois dans 2 ans, faut que tu ailles le chercher maintenant. T'sais. C'est un peu ça, mais... Si tu veux aller chercher du bois, ben, il y a différentes options. Il y a des possibilités. Mais si vous êtes cabotin... Si tu veux... est capable d'être mauvais. Non, c'était pas super. C'était plutôt mauvais quand même. C'était ordinaire. Mais bon, bref, c'est la même réflexion, mais Nylander va coûter quoi, là? Tu penses? C'est difficile. Lui, il va demander au moins 11. Comme Mitch Marner, c'est ça, là, à peu près, dans ces eaux-là. Pourquoi il... Sous quelle parce qu'à un moment donné, si le Canadien veut s'améliorer, il n'y en a pas de William Nylander dans sa pépinière. Non. Il n'y a pas aucun joueur dans la formation qui va devenir aussi bon que William Nylander, je pense. Mais est-ce que William Nylander est du type à être en mesure de porter l'attaque d'une équipe sur ses épaules, où il s'épanouit dans un contexte à Toronto où c'est pas lui qui a à faire ça. Il est 4e sous les projecteurs. Il est 3, même 2. Sous les projecteurs. Ça ne sera jamais à lui d'avoir cette responsabilité-là première. Alors, c'est le calcul qu'il va falloir qu'il fasse. Mm-hmm. Est-ce qu'on pense que William Nylander peut être the guy? Ça fait toute partie des questions auxquelles... l'état-major du Canadien devra répondre. Parce que j'ai pas regardé la liste des agents libres pour 2024. Là. C'est un peu tôt, mais à part Nylander, est-ce qu'il y a d'autres talents de pointe? C'est lui le meilleur en ce moment-là. Ouais. Puis mais faut que tu regardes pour 2025. Alors, il y a Draisaitl en 2025. Il y a Sidney Crosby. Il y a une couple d'options comme ça. Là. Je vois dans notre avenir un sujet à venir en 2024. Restez là. OK, on finit ça sur le Twitter. Un cours de désavantage numérique avec Thomas Plekanec. C'est à l'approche du temps des fêtes. J'aimerais offrir aux Canadiens. Ça, c'est Dom qui dit ça. Un cours de... Pierre dit une 3e mascotte. Elle s'appellera Suki. Merci, Pierre, de nous suivre. C'est dans le ton. C'est tout à fait dans le ton. Ça va être une grosse rondelle.
Le concept se décline tout seul. Une gourde de potion magique pour soigner miraculeusement tous ces blessés. C'est Benoît sur Twitter. Ça revient, ça aussi, là, comme quelque chose pour que les joueurs arrêtent d'être blessés. Ça revient souvent dans les... À l'heure actuelle, le Canadien a le deuxième plus haut total de joueurs match manqués. Alors, après les Sharks. Ouais. Et c'est pour une troisième. Ils vont finir ils ont fini premier les 2 dernières saisons. Alors, ils sont là. C'est un trône qu'ils n'ont pas l'intention de céder facilement. 7 fois en 20 ans. L'excellence. 7 fois en 20 ans? Ouais. Hein? Premier? Là, t'as poussé la recherche, là, quand même. 7 fois en 20 ans. Donc, mais 3 en 3, ça serait quand même... Parce que ça reviendrait à 4 en 17. C'est un three-peat qu'ils appellent. Un three-peat, oui. Donc, je vais juste mettre tous les mots dans le bon ordre. Dans les 20 dernières années, le Canadien a terminé 7 fois au premier rang pour le nombre de matchs ratés en raison des blessures. Mm-hmm. Okay. C'est ce que vient de nous dire. Non, mais juste comme dans le fond, le problème du Canadien, c'est de la malchance. Depuis 20 ans. Depuis 20 de la malchance récurrente. OK, puis on emballe ça sur Instagram. Une cape d'invisibilité pour entrer dans l'enclave. Ça, c'est Extra Fromage qui dit ça. Puis, sur le tube, F.E. Beaulieu de la santé. C'est revenu souvent, ça aussi. Puis ça, c'est le genre de ça, c'est un souhait. C'est une offrande universelle pour le temps des fêtes. Ça passe partout. J'aime ça. Un petit côté poltergeist. C'est tellement OK. Venez pour les analyses, restez pour les indicatifs musicaux. On a parlé de l'équipe de l'heure plus tôt cette semaine. C'était les Oilers d'Edmonton qui étaient, c'est ça, l'équipe de l'heure. Comment on dit? C'est quoi le contraire de l'équipe de l'heure? Je sais pas. Non, mais je le demande. Le contraire de l'équipe de l'heure, on pourrait dire que c'est les Blues de Saint-Louis. Corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est 4 défaites consécutives. La dernière séquence, on est sur une séquence. Ben là, ils ont gagné contre les Sénateurs d'Ottawa. Mais avant ça, je pense. C'était 4, oui. C'était 4, merci. Et ça a résulté en un congédiement d'entraîneur, Craig Berube, l'homme qui les avait amenés à la Coupe Stanley. Apparemment que Doug Armstrong, ils sont allés prendre une bière. Avez-vous vu ça? Non, ils sont allés prendre une bière, puis là, Doug a dit, Craig, écoute, c'est pas tout de ta faute. Est-ce que tu me congédies? Puis Craig, est-ce que tu m'as... C'est ça, puis... Après le match, parce qu'après la rencontre, il a quand même fait son point de presse, Berube, puis c'est juste arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard, donc, exactement. Finalement, la bière. Ouais, comme un peu Dean Evison puis Bill Guerin, je pense pas qu'ils sont allés à la bière, là, mais... Ça s'est fait... qui racontait ça? Mais en tout cas, que Evison serait rentré dans le bureau de Bill Guerin puis qu'il a demandé est-ce que tu me congédies? Hein? Puis il a dit oui. Puis là, ils se sont fait un câlin. Puis il y avait des larmes impliquées là-dedans. Puis tout, là. Un câlin, puis au revoir. Puis ça n'a pas été une longue discussion de ce que je comprends. Mais en même temps, les entraîneurs, c'est ça, ça fait partie d'un. Oui, puis Craig Berube, c'est un gars qui a la poigne assez solide. Là. C'est pas Monsieur Câlin. Là. Non. Alors, à un moment donné, c'est ça. C'est les choses. Ce que tu dis, c'est que Dean Evison, il est soft. C'est ça que tu veux dire? Non, puis d'ailleurs, quand tu le regardes derrière le banc, Dean Evison, il a pas l'air soft. Non. Mais Craig Berube, son nom, c'est Chief. Chief, non, c'était un malcommode quand il était joueur. Puis un peu malcommode derrière le banc. Ben, regarde, les gars. Mais écoute, c'est une figure emblématique à Saint-Louis. Les gens, il est le premier entraîneur à avoir amené la Coupe Stanley à Saint-Louis. Alors, tu sais, il va être sur leur mont Rushmore, tu sais, à cause de ça. Ouais. Alors, par la suite, s'il y a des critiques qui sont adressées, ça pique les gens au vif, tu sais. Non, puis c'est tellement, puis on l'a mentionné, mais c'est quand même tellement ouvert là, la course aux séries dans l'Ouest. Là, je pense que les Blues s'accrochent au. Ils sont pas loin. Il n'y a personne qui est vraiment loin. Non, c'est ça. Tout le monde est proche, donc il y a des. C'est ça. C'est possible là, que. Mais. Honnêtement, les Blues en ce moment détiennent un laissez-passer. C'est ça. Ouais.
Mais cette équipe-là, honnêtement... Mais ça vivote, là. Oui, elle vit sur du temps emprunté. Ouais. Je trouve que cette formation-là, de la manière qu'elle est construite, je la vois pas. Sûrement qu'ils vont bénéficier d'un élan avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, puis peut-être que Doug Armstrong jugeait qu'ils avaient besoin d'une nouvelle voix, c'est correct. Sauf que quand tu regardes juste la formation sur papier, ça m'apparaît être une équipe qui a plafonné, qui, oui, elle a Jordan Kyrou, puis elle a Robert Thomas, qui sont deux jeunes leaders. D'une certaine manière, c'est un petit peu leur Caulfield Suzuki. Ouais, ça se ressemble. Sauf qu'autour d'eux autres, qui ont beaucoup de joueurs vieillissants, des gars qui... je trouve que j'ai de la misère à voir comment le gâteau pourrait lever, puis ça pourrait être une équipe qui reste prise au milieu pendant encore quelques années avant de décliner pour vrai. Mais je serais pas surpris qu'à un moment donné, si Doug Armstrong reste en poste ou s'il laisse sa place à quelqu'un d'autre, éventuellement on se dise OK, là on va commencer à démanteler ça. Il y a des équipes qui arrivent qui sont pas mauvaises, mais tu vois qu'elles arrivent au bout de ce qu'elles peuvent donner. Je pense les Blues, mais les Flames de Calgary sont comme ça, les Islanders de New York, je trouve, sont comme ça également. Puis c'est pas nécessairement des équipes qui ont énormément de jeunes joueurs pour leur donner une nouvelle génération. Et qui n'ont jamais connu non plus les hauts sommets, là, comme les Hawks ou les Penguins ou le Lightning, qui arrivent au bout de leur cycle, puis là, on a une décision à prendre. Mais dans le cas des Blues, ils sont comme moyens depuis 20 ans. Moyen bon, souvent, mais toujours dans le peloton quand même un peu élevé, mais la Coupe cette année, c'est l'anomalie dans les 2 dernières décennies des Bruins, honnêtement. Là. Et rappelons-nous qu'ils étaient derniers au 2 janvier. Pardon. Ouais. Je veux dire, c'est quand même surprenant. Tant mieux. La chanson était bonne. Bien content pour eux autres, pour Craig Berube, pour cette gang-là, mais... Ouais. Ça a toujours été une équipe qui a essayé de se maintenir. Puis, je pense qu'ils ont le record pour le nombre d'années consécutives à participer aux séries. C'est ça leur... Non, c'est les Bruins de Boston qui ont ça. C'est genre 29 ans ou quelque chose comme ça. Ah oui? Oui. Les Bruins participent aux séries depuis 29 ans? Non, pas actuellement, mais le record de la Ligue nationale, je pense que c'est 29 saisons, puis c'est les Bruins de Boston. C'est sûr que si tu as réussi ça dans les années 50, des années 60. Là, c'est ça le record, c'est ce que je te dis. Mais en tout cas, oui, il était toujours en série ou sinon pas loin. Ouais. Mais c'est comme une équipe qui n'a jamais été vraiment prétendante, là. Contrairement aux Sharks, par exemple, pendant un bout de temps, où ils étaient là, mais personne qui attendait jamais rien d'eux. Puis c'est ça, c'est étonnant qu'il ait gagné une coupe, tant mieux, mais... C'est une équipe qui fait du surplace, qui vivote. Moi, je pense pas qu'on gagne une Coupe Stanley. C'est pas une anomalie quand tu gagnes une Coupe Stanley. Je pense pas que ça peut être une anomalie. C'est une bonne équipe, mais personne n'aurait pensé qu'il allait remporter la Coupe Stanley en 2019. Là. Non, mais la chanson... C'était laquelle? C'est Gloria? Gloria. Ouais. Ça c'était bon. OK. On va clore. Vous avez vu les propos de Jordan Kyrou à propos de Craig? Ben oui, mais c'est parce que Jordan Kyrou a dit, s'est fait demander à l'entraînement matinal ses réactions par rapport au congédiement de Berube. Puis il dit, j'ai aucun commentaire, c'est plus mon coach. Oh! On peut penser que le torchon... Les gens... brûlaient. Oui, alors il s'est fait huer le soir même durant le match contre les Sénateurs. Abondamment, parce que je pense que le capital de sympathie à l'endroit de Berube est très fort pour les raisons qu'on vient de mentionner. Et puis, il a pleuré après le match. Ah oui, ça l'a atteint personnellement. Ouais, il s'est fait huer par les partisans, on l'a questionné là-dessus, puis il a fondu en larmes. Puis est-ce qu'il s'est excusé? Je pense pas. Ben là, Jordan... il s'est excusé de quoi? Il a dit c'est pas mon coach. Ben là, c'est actuellement très vrai. Regarde, va sur le site, là, regarde l'organigramme, c'est plus mon coach. Ah, OK. Ah bon, c'est étonnant quand même, c'est quand même sous lui qu'il l'a éclos. Là. Ben oui. Ça manque un 37 buts l'année dernière. On remarque que des fois, les choses sont dites, puis elles sont pas nécessairement aussi... peut-être que, justement, c'était trop dur d'en parler. Je sais pas, peut-être que c'était pas nécessairement de l'indifférence. Peut-être. Qui est le pire des sentiments? Je veux le rappeler. C'est un sentiment. Bonne question. Le logo, la nouvelle appellation de la Ligue de hockey junior major du Québec. Tu voulais parler de ça? Non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que ça vous laisse indifférent? Oui. Prochain, on emballe. C'est plate dans une perspective
nostalgique et d'une certaine manière nationaliste, mais d'un autre côté... C'est 6 des 18 équipes qui jouent d'un autre côté, c'est ça, c'est le tiers. Là, le tiers des équipes. Puis ça fait longtemps, il y en a déjà eu 8. C'est quand même étonnant que ça n'a jamais été fait avant. Là. Moi, c'est plus ça. Là. Ouais. La Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais en même temps, on parle pas de la Ligue de l'Ouest et de l'État de Washington ou... de la Ligue de l'Ontario et du Michigan. La Ligue de l'Ouest. L'État de Washington, c'est dans l'Ouest. À vrai dire, moi, je me semble avoir entendu ça. Il aurait pu appeler ça la Ligue junior de l'Est. Oui, mais ça aurait peut-être été ça aurait été un peu plus beau, même, parce que là, c'est beaucoup de mots. Ben, il n'y a pas plus de mots. Ils ont remplacé majeur par maritime. Oui, c'est ça. Et à la limite, Québec est encore là. Fait que, c'est ça qui est habile dans tout ça, c'est que l'acronyme est demeuré le même. Ouais. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont tenté de faire une espèce de refonte du logo, puis c'est pas une réussite. Là. Non, on dirait que le logo, c'est comme s'ils avaient mis le logo dans le coffre en arrière, puis il y avait comme eu un virage à gauche très abrupt. Puis là, c'est un peu ça. Tout le logo incliné. Tu sais que on l'enseigne à l'école de design. C'est une technique, le coffre de l'auto, ça s'appelle. Mais, parlant de design, oui. Écoute, je sais pas si tu es au courant du... je digresse, mais c'est le fun. J'aime ça. Moi, j'adore les... en design, ce qu'on appelle les espaces négatifs. OK. Donc ça, c'est d'utiliser ce qui n'est pas ton dessin, comme en dessous du dessin, les espaces blancs, pour leur donner une signification. Et le logo des Whalers de Hartford, par exemple, est un chef-d'œuvre d'espace négatif. Mais vous regarderez aussi le logo de FedEx et essayez de trouver la flèche dans le nom de FedEx. On l'a déjà séparé. On l'a vu. Alors ça, c'est bon. Alors, pour tous vos besoins de livraison dans ce temps des fêtes, voilà. C'est assez. Oui, là, les filles ont mis leur billet en vente. On n'a pas... faudrait le mentionner. En même temps, ils sont vendus. Pour le match, sont tous vendus? Pour le match d'ouverture, oui, ça a pris donc la vente des billets pour les matchs de l'équipe de Montréal de la LPHF était en vente à compter de jeudi, je pense que c'était après-midi, là, ouais. Puis avant la fin de la journée, j'entends par là 17 heures, c'était, comme on dit, sold out, comme on dit dans le jargon marketing. Mm-hmm. Et là, je sais pas, à l'école de business, John Molson, c'est comme ça qu'on dit. Et j'ai ouï dire qu'à Toronto, tous les matchs locaux sont déjà vendus. C'est une bonne nouvelle. Ben oui, je pense que la demande est là. Tout ce qu'on veut, c'est que la Ligue soit à la hauteur de l'engouement qui est généré auprès du public. C'est la balle est dans leur camp pour réussir à ce que ça fonctionne comme il faut. Est-ce que le match d'ouverture est à Verdun ou à Laval? Il est à Verdun. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais j'ai vu ça vite, là. Mais en même temps, vous allez me dire, Alex, tu vois jamais rien autrement que vite. Et tu es une approximation ambulante. Mais à Toronto, il me semble, j'ai vu que c'était un aréna de 3500 places. Là. C'est pas non plus... Peuvent bien être sold out. C'est pas non plus la Place Belle. Non, mais la Place Belle, si tu fermes ce qu'on appelle le bol supérieur. Le bol. Le gros bol. Tu peux descendre à quoi? 5000 places et tout. Il me semble que ça serait... Mais il va y avoir des matchs à la Place Belle. Parce que l'auditorium de Verdun, oui, je sais, il y en a 4, je pense. Ouais. L'auditorium de Verdun, ça n'a jamais vraiment marché pour personne. Non, mais ils sont commis là. S'ils ont décidé. Leur centre d'entraînement, c'est correct, mais tu sais, l'un n'exclut pas l'autre. Le basket, l'Alliance joue là. Je pense que ça marche pas. Ça marchait pas. Puis ils ont tout rénové. Je sais pas si t'es allé récemment, mais c'est quand même c'est un bel endroit. C'est pas le vieil auditorium de Verdun là, du temps de Denis Savard. Non, puis les femmes sont bien installées là. Daniel Sauvageau a fait un bon travail, c'est pas ça, mais il y a bien des équipes qui ont un complexe d'entraînement à tel endroit puis qui jouent ailleurs. Là. C'est pas, l'un n'exclut pas l'autre. Mais non, on souhaite que ça fonctionne, mais toutes les équipes juniors qui sont passées par là, ça fait longtemps là, qu'il n'y a pas eu une équipe de hockey qui a eu du succès... au guichet. Je comprends ce que tu veux dire. Cela dit, je sais qu'il y a beaucoup de cynisme là, qui se fait par rapport au fait que les équipes n'ont pas encore de nom puis n'ont pas encore de logo, mais... Il reste encore 3 semaines. Non, mais je suis pas sûr qu'ils vont les avoir. Mais il y a quand même... il y a plusieurs... ici, à Radio-Canada, on a Christine, entre autres, Christine Roger, qui suit l'équipe de près, mais du côté de la presse aussi, on fait un beau boulot. Puis, les échos qu'on semble avoir de l'intérieur... Les échos.
Ah, c'est ça le nom? Très bien fait. Je vais d'exprès. J'espère que ce sera pas ça. Parce que la rumeur voulait que le nom de l'équipe de Montréal, ce soit l'Écho. L'Écho. Et là, Jack, tu pourrais ajouter... fais ton travail, Jack. Ajoute de l'écho. Ça manque de trouble. Mais je sais pas si vous avez vu comme moi, mais semble, de l'intérieur, on dit OK, on n'a peut-être pas de nom, mais je veux dire, ça va mieux que ça a l'air. Est-ce qu'ils vont avoir un nom avant la fin de la grève? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va venir avant? À suivre d'ici la fin de l'année. C'est Noël qui va venir avant. Noël. Je le promets. Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien. Merci infiniment de ta participation à notre beau petit projet ici à Tellement Hockey. C'est artisanal et bien ficelé. Voilà, mais on est comme ça, on est des gens, on aime ça comme... Les experts d'espace négatif. Voilà, oui, ça, c'est un bel ajout. Alexandre Gascon, tu es également l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien. Merci infiniment, mon vieux. C'est un plaisir. Je rappelle que Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. Je m'appelle Alexandre Coupal. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.